Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour la présentation de ce rapport de la commission d'enquête sur les marges des industriels et des distributeurs. Je suis ravie de pouvoir vous faire part de résultats de nos travaux à toute l'équipe, à tous mes collègues de la commission, donc menée avec Antoinette Gull, avec laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration et ce qui a permis, je pense, de profiter de l'expérience et des connaissances des uns et des autres. Donc avant de vous présenter les conclusions et les recommandations de ce rapport, je veux juste vous indiquer un peu le cadrage, la méthode de travail qui a été la nôtre. D'abord, une méthode bien sûr pluraliste, c'est la marque du Sénat, et surtout sans a priori, fondée sur l'analyse de faits et des documents qui ont été collectés, soit donnés directement, soit qu'on est allé chercher, c'est un certain nombre d'acteurs, avec toujours en point de mire la souveraineté alimentaire de notre pays, le partage de la valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs et distributeurs, et l'intérêt de nos consommateurs dans un contexte d'inflation. Le tout en nous tenant autant que possible à l'écart de pressions qui sont nombreuses et puissantes dans ce secteur, surtout en période de négociation commerciale. Nos travaux ont été très suivis et votre présence nombreuse aujourd'hui en témoigne aussi, également donc par le grand public, puisque ce sont près de 6 millions de vues pour nos auditions. Nous avons entendu un peu moins de 200 personnes représentant des consommateurs, des spécialistes de la grande distribution, des filières producteurs, syndicats agricoles, responsables de l'autorité de la concurrence France-Europe, DGCCRF, les dirigeants de filières de distribution classiques ou alternatives, les responsables des achats des grands distributeurs, mais aussi les directeurs généraux et les directeurs commerciaux de l'industrie. Le tout donc au cours de 73 auditions, dont la quasi-totalité a été diffusée en direct, en toute transparence, donc sur les réseaux sociaux du Sénat. Le droit de communication de documents qui appartient au rapporteur a également, je l'ai dit, été largement exercé. Ainsi, ce sont plusieurs milliers de pages qui ont été reçues, exploitées, comparées, provenant donc d'entreprises et d'administrations qui ont, dans l'ensemble, plutôt bien joué le jeu. À noter tout de même 2 difficultés auxquelles nous avons été confrontés et dont vous avez pu être témoins lors des auditions. Tout d'abord, la peur, la crainte exprimée par la presque totalité des fournisseurs et aussi des représentants des filières agricoles, la crainte de subir des mesures de rétorsion de la part des distributeurs s'ils venaient à formuler des accusations devant la commission. Une forme en fait de loi du silence qui s'est traduite par des demandes quasi systématiques de huis clos. Et puis, par ailleurs, les réticences d'une partie des représentants de la grande distribution suite à nos questions, des réticences qui se sont traduites de 3 manières. Certains distributeurs, que je ne citerai pas forcément, mais on peut y revenir plus tard, ont tardé donc et montré une certaine mauvaise volonté dans les réponses aux questionnaires de la commission d'enquête. Plusieurs distributeurs ont également exercé des pressions par des intimidations que nous avons pu vérifier auprès des fournisseurs et par exemple des SMS juste avant d'être audités ou des appels téléphoniques à la suite de l'audition pour savoir ce qui avait été dit en huis clos. Le summum étant la lettre comminatoire de la déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution, Madame Judith Juguet, adressée à François-Xavier Huard, président directeur général de la Fédération nationale de l'industrie laitière, qui lors de son audition a indiqué que ses adhérents envisageaient l'entrée en négociation avec les centrales de service comme un racket. La FCD a exigé de lui un démenti, au mépris donc de l'article 41 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse, qui prévoit que les propos tenus devant une commission d'enquête ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Donc ces attitudes illustrent un mode de fonctionnement préoccupant et des relations commerciales qui nous interpellent, je crois, tous. Enfin, et plus globalement, les distributeurs et les grands patrons nous ont tous tenu un propos gommant toute aspérité. D'ailleurs, certains disent qu'ils connaissaient même les conclusions avant que nous les proposions ce matin. Donc, c'est peut-être qu'ils savaient sur quoi elle pourrait porter. Donc c'était du genre circuler, il n'y a rien à voir. Des propos qui seront ensuite complètement
infirmée tant par les auditions des fournisseurs que par les documents saisis par Madame la rapporteure. Donc c'est pour sortir de ce jeu de rôle de qui dit quoi, qui dit le vrai, qui dit le faux, que la rapporteure, avec mon plein accord, a décidé d'exercer ses pouvoirs de contrôle sur place à plusieurs reprises, donc en nous rendant chez les acteurs de ces négociations commerciales. L'alimentaire, vous le savez, occupe une place importante de ce rapport, du fait même du centrage en fait de la grande distribution sur les produits alimentaires. Mais nous nous sommes bien sûr également intéressés au non alimentaire. Il y a eu de nombreuses auditions d'acteurs qui n'exercent pas dans l'alimentaire. Et puis surtout, nous nous sommes plus particulièrement penchés, de par les pouvoirs d'une commission d'enquête, sur les centrales, je dirais d'achat, mais surtout sur les centrales de services et sur les centrales de coordination, parce qu'il y a beaucoup d'échelons qui ont été créés ces dernières années ou qui ont été développés. Et jusqu'au niveau européen, nous avons aussi examiné les situations de l'immobilier, de ces différents acteurs, donc qui nous ont permis d'avoir une vision globale des flux financiers, des différents flux financiers. Force est de constater que depuis la première loi Egalim de 2018, la répartition de la valeur ajoutée, la juste rémunération des producteurs en sanctuarisant les coûts de production de la MPA, la transparence des négociations commerciales, le ruissellement du SRP plus 10 encaissé par les distributeurs sont au cœur des marges des agriculteurs, des industriels comme des distributeurs. Au final, Madame la rapporteure vous le dira, nous avons choisi de resserrer nos recommandations autour de 24 propositions en évitant à la fois le statu quo qui consisterait à dire et qu'on entend que tout dépend des consommateurs, que la guerre des prix est inévitable, que ce sont les industriels qui sont trop gourmands, que les agriculteurs ne sont pas assez productifs. Ce genre de posture n'apportera pas des solutions aux situations de tension que vivent aujourd'hui à la fois les agriculteurs, mais aussi l'industrie de transformation de l'alimentaire française qui connaît des défaillances sans précédent. Nous avons aussi essayé d'éviter le piège du tout réglementation parce que nous savons que les lois ne règlent pas tout et que en fait beaucoup se fait dans les pratiques du quotidien de ces acteurs, dans à la fois on le dit souvent le secret des boxes de négociation, mais pas que les relations commerciales de ces acteurs au fil de l'eau et au fil de l'année. Donc la guerre de prix entre distributeurs qui a été enclenchée par la LME de 2008 est aujourd'hui, on le voit, et c'est encore redit dans les discours des uns et des autres, érigée en dogme de protection du pouvoir d'achat. Pourtant, nous l'avons vu parce que nous avons fait également une étude comparée avec nos voisins européens, tous ne pratiquent pas la guerre des prix et pour autant protègent le pouvoir d'achat de leurs concitoyens. Le sujet n'est pas tant, en tout cas n'est pas que le prix affiché par les distributeurs en rayon, c'est aussi la répartition de la valeur ajoutée avec ce fameux exemple qui n'est non pas tiré de notre rapport mais de travaux d'universitaires sur 100 de valeur ajoutée, il n'y a que 20% qui revient à l'amont de la production, ce qui crée la richesse, l'agriculteur et l'industriel transformateur, et c'est bien là qu'est le problème. C'est donc bien l'avenir de notre système agroalimentaire, l'avenir de notre souveraineté alimentaire qui est en jeu derrière cette commission d'enquête, et donc je vais donner la parole à Madame la rapporteure pour vous présenter plus précisément l'ensemble de ces 24 recommandations. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la présidente et je tiens à remercier les sénateurs et sénatrices, certains sont ici, bonjour Madame Bélim, qui se sont investis sur ces auditions et sur cette commission d'enquête pendant 6 mois, car il faut le dire, cette commission d'enquête, c'est 6 mois de travaux, c'est des milliers de documents qui ont été reçus et analysés, ce sont 190 personnes qui ont été auditionnées, ce sont de nombreux huis clos qui ont été demandés par les industriels, souvent de peur de représailles. Madame la Présidente l'a précisé. Alors je le dis aussi ici avec gravité, notre commission a mis à jour des pratiques extrêmement préoccupantes dans la grande distribution. Nous pouvons dire aujourd'hui très clairement 4 choses. La première, c'est que nous avons constaté l'existence de pratiques prédatrices des distributeurs à la fois sur les industriels et sur les agriculteurs. En témoigne ce chiffre qui vient de vous être donné, qui est que seulement 8% de la valeur ajoutée de l'alimentation va aux agriculteurs. Deuxièmement, la guerre des prix.
la guerre des prix, elle ne bénéficie pas toujours aux consommateurs. Et c'est notre deuxième constat. Elle masque en réalité une injustice entre les prix, puisque les produits les plus margés sont souvent les produits les plus sains. Je vais résumer ça en disant que c'est le rayon fruits et légumes qui va sponsoriser le Coca-Cola ou le Nutella. Troisièmement, ces pratiques produisent une véritable casse sociale et industrielle. J'illustre ça par ce chiffre. Un tiers de nos PME agroalimentaires sont aujourd'hui déficitaires. 30% des PME de l'agroalimentaire sont aujourd'hui déficitaires. Et elles sont aujourd'hui déficitaires alors qu'il y a 5 ans, elles n'étaient que 20% à l'être. Donc la situation s'aggrave. Et quatrièmement, nous avons constaté que certaines pratiques dans la grande distribution ne respectaient pas la loi. Et en particulier les lois Egalim qui visent à protéger les agriculteurs, mais nous y reviendrons dans le détail. Alors, vous vous souvenez que le point de départ de cette commission d'enquête était de savoir où va l'argent que payent les consommateurs lorsqu'ils sont à la caisse. Autrement dit, quelle est la part qui revient réellement aux producteurs, quelle est la part qui revient aux industriels, quelle est la part qui revient aux transformateurs et à la fin, quelle est la part qui est captée par les distributeurs et leurs centrales d'achat. Je dois dire qu'avec la présidente, nous avons travaillé, vous l'avez dit d'ailleurs aussi, Madame la Présidente, sans aucun a priori, ni à l'égard des industriels, ni à l'égard des distributeurs. Les uns comme les autres sont absolument indispensables à cette chaîne alimentaire qui permet à nos concitoyens de se fournir en alimentation, en biens de consommation, mais aussi à nos producteurs de se développer et de se rémunérer. Nous avons donc entendu tout le monde, ces 190 personnes entendues, elles reflètent effectivement l'ensemble des parties prenantes de cette chaîne alimentaire. À mesure que nous avons avancé, nous avons découvert un problème sous-jacent considérable, c'est la répartition très déséquilibrée de la valeur dans l'économie française. Si l'on prend l'alimentaire, qui est aujourd'hui au cœur du modèle de la grande distribution, sur 100 € dépensés par le consommateur, les agriculteurs en perçoivent 8, les transformateurs et les industriels en perçoivent 14, 35 vont aux importations et plus de 40 reviennent à la distribution et aux services. Et donc vous voyez, ceux qui en fait assument les risques sanitaires, les risques industriels, ne sont pas ceux qui sont le mieux rémunérés dans cette chaîne. Le résultat est brutal, notre agriculture est fragilisée et vous le voyez, crise agricole après crise agricole, que les agriculteurs se plaignent de leurs revenus. S'ils se plaignent de leurs revenus, eh bien il faut regarder comment leur revenu est constitué. Et le revenu est constitué en particulier par les ventes à ce secteur de l'agroalimentaire. Je ne reviens pas sur les chiffres de la crise agricole, vous les connaissez et donc vous pourrez vous y référer, mais j'en dis quelques mots bien sûr dans le rapport. Du côté des industriels, attention, la situation n'est pas meilleure. Toutes les entreprises rencontrées étaient caractérisées par des rentabilités faibles. Contrairement à ce qui est dit et à ce qui est ressassé par les grands patrons de la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire française n'ont pas des marges complètement délirantes. Bien au contraire, alors celles-ci sont notées également dans le rapport et elles ne sont pas du tout de l'ordre de 10 ou 15%, comme l'a dit par exemple ce matin Monsieur Bompard sur une antenne radio. Ça n'est absolument pas de cet ordre-là. On est bien plus proche des marges de la grande distribution. Et les marges sont si faibles qu'elles ne leur permettent même pas d'investir dans les outils de production. Et c'est particulièrement vrai, bien sûr, des PME qui sont au cœur de l'industrie agroalimentaire française. Je vais vous prendre le cas de la coopérative Eureden que nous avons auditionné et qui nous ont fait part, vous savez, c'est les légumes en conserve d'Aussi. Et ils nous ont fait part d'un exemple assez représentatif, c'est que faute de marge suffisante, ils ont dû fermer leur usine qui transformait les artichauts pour faire des conserves d'artichauts. Et bien aujourd'hui en France, nous n'avons plus d'entreprise qui fait des conserves d'artichauts. Nous n'en avons plus, c'est-à-dire que nos producteurs d'artichauts qui eux continuent encore à être assez nombreux en Bretagne, eh bien, doivent vendre leur production à l'étranger, en particulier en Italie, mais dans d'autres pays également, pour qu'après, ça revienne ici en France. Et c'est ça, en fait, la perte industrielle que nous subissons et que nous allons subir à cause de cette guerre des prix. Donc,
je voulais simplement prendre cet exemple pour vous illustrer ce que c'était que la guerre des prix pour le monde industriel. Parce que derrière cette pression, donc il y a la pression sur les fournisseurs, les conséquences sont importantes. C'est des fermetures d'usines, c'est des suppressions d'emplois, c'est de la disparition de savoir-faire industriel sur nos territoires, c'est une augmentation des importations. Je vous disais tout à l'heure, plus de 30%, 34% de la valeur ajoutée partait en importation. Eh bien, elle est en augmentation constante d'année après année. C'est-à-dire que quand les importations augmentent, c'est bien notre agriculture qui trinque, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, c'est aussi une France qui continue de produire des matières premières agricoles, mais qui va perdre progressivement sa capacité à les transformer sur le territoire. Alors, vous allez me dire comment tout cela est arrivé et comment sommes-nous aujourd'hui dans ce système aussi déséquilibré. Et c'est la grande question, et le rapport y répond. Il faut bien sûr faire la part du contexte économique et des politiques publiques qui sont menées dans notre pays. Mais nous avons constaté qu'il y avait une dégradation ahurissante de la qualité de relation entre les fournisseurs et les distributeurs. Et ce, année après année. Alors nous ne sommes pas naïfs, ni la présidente, ni moi-même. Nous connaissons l'économie. Nous savons bien que le commerce est fait de négociations. Et là, nous réfutons vraiment cet argument de naïveté, loin de là. Nous savons que les relations peuvent être difficiles, abrasives. Nous savons qu'elles peuvent être dures. Mais ce que nous avons découvert là, audition après audition, relève d'un tout autre mode de fonctionnement. C'est un continent immergé que j'ai découvert, alors pour ma part, réellement avec stupeur. Et il faut que les Français sachent ce qu'il se passe dans les boxes de négociation commerciale entre les fournisseurs et la grande distribution. Parce que nous sommes dans un système où le rapport de force est structurellement défavorable aux fournisseurs. En se concentrant et en créant des centrales d'achat en France puis à l'étranger, en utilisant... Est-ce que tout le monde est bien installé? Bien. Alors je poursuis. Bien. Donc je disais qu'en se concentrant et en créant des centrales d'achat, qu'elles soient en France ou qu'elles soient à l'étranger, en utilisant des méthodes brutales, la grande consommation a sciemment créé les conditions de ce déséquilibre. Aujourd'hui, en France, à l'achat, il n'y a que 3 alliances hyper dominantes. Il y a Concordis qui va allier Carrefour et Coopérative U, c'est 34% de part de marché. Il y a Aura Retail qui va allier Intermarché, Auchan, Casino, c'est plus de 29% de part de marché. Et il y a Leclerc qui travaille seul et qui lui est à 24% de part de marché. Et donc c'est ça, cette hyper-concentration. Et en se positionnant à l'étranger avec des centrales européennes, certains distributeurs se sont aussi organisés pour contourner la loi française, celle qui protège les agriculteurs et les producteurs. Ce positionnement à l'étranger, et ça nous le documentons dans le rapport, permet aussi de maintenir une forte opacité sur les flux financiers entre les distributeurs et leurs centrales de services. On nous a même donné un chiffre d'affaires, une fourchette de chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Donc vous voyez, c'était quand même... quand on demandait le chiffre d'affaires d'une centrale de service, on nous a dit c'est entre 500 et 900 millions d'euros. Voilà. Alors, à quoi ça sert, justement, ces centrales de services? Tout simplement à faire passer à la caisse les fournisseurs en leur vendant des services et des jeux de données. En réalité, la plupart du temps, ces services ne sont pas souhaités par les fournisseurs, mais sont imposés par les distributeurs, sans quoi ils ne référencent pas les produits de l'industriel. Et ces services sont toujours à des coûts très très élevés et souvent disproportionnés par rapport au marché. Et au total, ce sont plus d'1 milliard d'euros qui sont interceptés par la grande distribution dans ce qu'il faut bien appeler un mécanisme de captation de la marge. Certains de ces services sont apparus non seulement inutiles, mais aussi choquants. J'ai constaté avec la présidente, dans le cadre d'un contrôle sur place, une proposition de simple rencontre top-to-top. Top-to-top, c'est de dirigeant à dirigeant. Et donc, ça veut dire qu'on va faire une rencontre entre le dirigeant de l'industriel et le dirigeant de la centrale d'achat ou du distributeur. Eh bien, cette rencontre-là, pour l'entreprise où nous étions, était facturée plus de 350 000 euros. Donc moi, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui se fait payer 350 000 euros pour accepter un déjeuner, parce que là, on est quand même dans une disproportion. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était extrêmement choquant.
Et donc, c'est bien sûr 350 000 euros qui ne vont pas dans les comptes des industriels, mais qui vont dans les comptes des distributeurs. Ces services génèrent des sommes importantes qui transitent par la Suisse, par la Belgique, par tout un tas de pays européens, mais jamais par la France. Enfin, elles finissent normalement en France en partie. Et nous les avons toutes pistées dans le rapport. Vous aurez bien sûr tout le détail là-dessus. Si on y ajoute les services facturés par les centrales basées en France, parce qu'il y a aussi des centrales basées en France, hein. C'est les centrales européennes, elles existent, mais il y a aussi des centrales en France, alors là, le coût total peut être faramineux. Et certains industriels nous parlent de 40% de leur chiffre d'affaires qui part en service. Ce coût représente un montant équivalent aux investissements pour les industriels dans leur appareil productif. C'est-à-dire que ce qu'ils payent en service non voulu et imposé, c'est ce qu'ils consacrent aujourd'hui en investissement, mais c'est surtout ce qu'ils ne consacrent pas en investissement, puisqu'en fait, ils le consacrent à payer des industriels. J'ai dit qu'en se positionnant à l'étranger avec les centrales européennes, les distributeurs se sont organisés pour contourner la loi française, et particulièrement la loi qui protège les agriculteurs. Bien sûr, ils nous ont tous juré leur grand Dieu, d'ailleurs il l'a même fait ce matin, M. Bompard, sur France Inter, que tout cela n'était pas le cas. Alors nous avons voulu chercher des preuves, car bien sûr on ne pouvait pas en rester à parole contre parole, les uns qui nous disaient que c'était le cas et l'autre non. Donc nous sommes allés chercher les preuves et nous les avons trouvées. Nous sommes allés dans un certain nombre d'entreprises et j'ai saisi avec la présidente les documents qui montrent l'existence de pratiques illicites qui visent toutes à obliger les fournisseurs à accepter les conditions des distributeurs. Je vais en citer deux. La première pratique généralisée et interdite, c'est la suspension des commandes pendant les négociations commerciales. En fait, c'est très simple. Le principe est celui-ci. Vous voulez faire plier l'industriel pendant la négociation, eh bien vous arrêtez de commander ces produits. Et tant pis si ce sont des produits périssables. Et tant pis s'il a fait des commandes, par exemple pour un producteur de charcuterie, s'il a fait des commandes de viande au préalable qui va lui arriver et qu'il devra jeter. Parce que lorsqu'il y a des déréférencements, et ça on les a constatés sur pièce, on peut avoir des déréférencements qui passent de 100 références dans les magasins à 0 référence dans toute la chaîne. Et comme je vous ai parlé de la concentration au préalable, vous avez tous compris que quand on passe de 100 références à 0 référence pour les enseignes ou l'alliance d'enseignes qui pèse 40% de chiffre d'affaires, eh bien c'est 40% de son chiffre d'affaires pendant 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, que l'on ne voit plus quand on est industriel. Jusqu'à ce qu'il cède, en fait, en réalité, c'est ça. C'est jusqu'à ce qu'il cède. Et donc, vous pensez bien que les industriels finissent par céder. Et c'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui de l'érosion des marges. Ça, c'est la première pratique généralisée. La deuxième, c'est de ne pas respecter la sanctuarisation de la fameuse matière première agricole, qui est l'outil qui doit nous permettre de préserver la rémunération des agriculteurs. L'imagination, là, des distributeurs est sans limite. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse. Alors, je voudrais là maintenant tordre un peu le cou aux faux arguments de la grande distribution, parce que je sais qu'ils vont répliquer, et d'ailleurs ça a déjà été fait avant même que nous vous en parlons, que ces centrales européennes ne sont pas là, sont là pour tordre le cou à de méchantes multinationales très très puissantes. Alors moi, soyez rassurés, je crois que la présidente aussi, on n'a pas du tout envie de défendre les intérêts ni de Coca-Cola, ni de Ferrero. Ils se débrouillent très bien sans nous, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, par contre, on a envie de défendre les intérêts des entreprises françaises qui sont en France et des agriculteurs français. Ça nous tient à cœur et nous n'avons pas du tout l'intention de défendre les multinationales extrêmement puissantes dont il est question et je voulais juste être clair là-dessus. En ce qui concerne les entreprises françaises, là aussi, la grande distribution dit souvent que les centrales européennes ne concernent que les multinationales. Alors ça n'est pas vrai. Les centrales imposent aussi leurs conditions aux entreprises qui sont loin d'être des multinationales et qui sont des ETI françaises, et nous l'avons constaté à plusieurs reprises. Ensuite, parce que les entreprises françaises convoquées par ces centrales sont le plus souvent des filiales françaises de groupes. Ça, c'est possible. Effectivement, ce sont des filiales françaises de groupes de multinationales. Il y en a aussi. Il y a des ETI françaises, mais il y a aussi des filiales de groupes internationales, mais qui sont en France, qui sont installées en France, qui font l'emploi en France, puisqu'elles embauchent ici, qui commandent leurs matières premières en France et qui vendent en France.
qui commandent leurs matières premières auprès de nos agriculteurs et qui vendent en France. Donc ces entreprises-là, elles devraient pouvoir négocier en France, parce que c'est plus cher de négocier dans les centrales européennes. Enfin, le troisième point, c'est que l'écrasement des prix qui est obtenu par ces centrales européennes, eh bien, cet écrasement, il est répercuté en France, aux PME, en disant, non, l'entreprise, là, elle nous vend à X euros, vous n'allez pas nous vendre plus cher, donc vous allez baisser vos prix. Et c'est d'ailleurs la DGCCRF qui nous le dit. Bien, je rappelle quand même que 98% des entreprises de l'agroalimentaire française sont des PME et des ETI. Et ça, c'est un chiffre qui est important. En ce qui concerne les consommateurs, la grande distribution affirme qu'elle met en place ses méthodes et ses centrales pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, je vous le dis, ça n'est pas du tout automatique. Nous montrons dans ce rapport que cette guerre des prix fonctionne comme un trompe-l'œil. Certains produits servent de produits d'appel avec des marges très faibles et ces marges faibles sont ensuite compensées sur d'autres produits. C'est ce qu'on appelle la péréquation des marges. Et le consommateur croit parfois gagner quelques centimes sur un produit, mais en réalité, il les repère ailleurs, dans le même magasin, sur un autre produit. C'est bien sûr le jeu de ce commerce. Et le rapport montre que certaines enseignes utilisent par exemple les tomates d'importation à bas prix comme produit d'appel, puis reconstituent leur marge sur des tomates françaises. Autrement dit, la guerre des prix ne protège pas durablement ni l'agriculture française ni les consommateurs français. Je dirais également que depuis 2021, les prix de vente aux consommateurs augmentent davantage que les tarifs négociés aux fournisseurs. Et encore cette année. La grande distribution, donc, doit cesser de dire qu'elle se sacrifie pour les consommateurs. La réalité, c'est qu'elle a progressivement organisé un système de transfert des marges des industriels vers les magasins afin d'attirer par la guerre des prix le maximum de consommateurs. Cette guerre des prix fonctionne en réalité comme un écran de fumée. Pendant que les industriels mettent en scène une guerre des prix artificielle sur quelques produits bien choisis, on évite de se poser les vraies questions. Qui produit réellement notre alimentation? Où est-elle transformée? Qui capte véritablement la valeur? Et quelle souveraineté alimentaire nous voulons encore préserver dans notre pays? Et lorsque l'on commence justement à regarder où va l'argent, les constats sont frappants. Nous avons demandé, par exemple, aux services fiscaux les déclarations des revenus des directeurs de certains magasins. Et nous avons constaté l'existence, dans certains cas, de revenus extrêmement élevés, avec des patrimoines considérables. Vous trouverez les chiffres dans le rapport avec les rémunérations qui peuvent dépasser 14 millions d'euros par an hors plus-value. Qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas ici de faire du populisme, mais la grande distribution doit cesser de faire croire qu'elle se sacrifie pour protéger les consommateurs. Et uniquement pour ça, il y a bien sûr d'autres objectifs. Alors, les constats opérés, parce que nous les avons vus, alors vous allez me dire, que faire ? Alors, nous avons, je ne vais pas vous détailler toutes les recommandations, mais on en reparlera bien sûr dans les questions, mais nous avons voulu, en fait, vous avez la liste dans le dossier presse, nous avons voulu en fait les articuler autour de 3 axes. Le premier, c'est le renforcement du pouvoir de négociation de l'amont par rapport à l'aval. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut que nous réussissions à rééquilibrer ce déséquilibre, j'allais dire entre guillemets, ce pouvoir abusif et important de la grande distribution. Le deuxième, c'est de réguler et de contrôler les relations commerciales de manière plus efficace. Et le troisième axe, c'est de rééquilibrer les relations commerciales en améliorant la transparence. Alors vous allez voir, il est beaucoup question de l'affichage et de l'affichage des marges. C'est un sujet important. J'ajouterai seulement qu'un impératif prioritaire est de protéger les agissements des centrales, de protéger nos agriculteurs, des agissements des centrales, de protéger nos PME, nos ETI qui produisent et qui commercialisent en France avec de la matière première agricole française. Donc là, il y a une recommandation spécifique qui dit clairement que ces entreprises-là, elles doivent négocier en France, selon la législation française, et non pas dans des centrales européennes. Un autre impératif, c'est de faire la lumière sur certaines pratiques et c'est pourquoi nous proposons plus de transparence. Alors, en rendant public chaque année la comparaison entre l'évolution des prix aux consommateurs et les tarifs négociés avec les fournisseurs, pour voir si effectivement il y a corrélation, et comme ça nous verrons bien si cette guerre des prix profite au pouvoir d'achat. D'instaurer un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, c'est-à-dire sur le rayon fruits et légumes, afin que le consommateur sache s'il achète 1 kilo de pommes, quelle est la part qui revient réellement au producteur. Et là, peut-être que l'arbitrage de son choix
que son arbitrage de client sera différent en fonction de sa connaissance de la part agriculteur. Nous préconisons également d'imposer aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers avec les centrales d'achat et de services européennes, parce que là, il y a une grande opacité. Et nous l'avons dit et nous l'avons montré dans le rapport, mais aussi de faire toute la transparence sur les marges arrière en rendant publics les montants complets de ces marges arrière. Voilà, en conclusion, la présidente l'a dit, je le rappellerai un peu, c'est que nous avons été frappés par l'atmosphère de peur qui régnait parmi les industriels, mais aussi par les réticences de certains distributeurs à répondre précisément aux questions. Alors sur les distributeurs, moi je pense à Leclerc ou à Carrefour ou à d'autres centrales européennes. Certains ont joué le jeu, d'autres ont moins joué le jeu. Voilà, je le dis. Maintenant, je voudrais dire aux distributeurs que la balle est dans leur camp. Ils ont imposé à la suite de Leclerc dans notre pays un véritable mantra, celui du prix le plus bas, celui de la guerre des prix à l'exclusion de toute autre considération. Nous avons été fiers de nos groupes de la grande distribution, il faut le dire, nous l'avons été. Alors nous voudrions le rester. Je le dis aux distributeurs, je le dis à M. Leclerc, à M. Bompard, à M. Cotillard, à M. Schelcher, je le dis à tous ces hommes, prenez le bon virage. Aidez les Français à consommer des produits plus rémunérateurs pour les producteurs, aidez les Français à consommer des produits de meilleure qualité et moins d'aliments ultra transformés, aidez les entreprises industrielles françaises à trouver le chemin de vos rayons à des conditions décentes, aidez tous les acteurs économiques à bâtir une répartition de la valeur plus équilibrée vers l'amont, cadrez vos centrales d'achat et éliminez ces pratiques virilistes qui n'ont plus leur place dans notre société aujourd'hui. Alors j'en appelle aux autorités de l'État, il est temps de sortir de l'immobilisme, de durcir les contrôles et de faire respecter la loi. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Bonjour, Franck Boisiz à Libération. J'ai deux types de questions, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais revenir sur la notion d'ambiance que vous avez décrite, puisque vous avez parlé de peur, finalement d'une sorte d'omerta. Est-ce que vous pourriez être plus précise sur les entreprises, qu'elles soient de la grande distribution ou les industriels, qui, selon vous, ont eu ces pratiques d'intimidation que vous décrivez de manière les plus hard, si j'ose dire ? Et de la même manière, est-ce que vous pourriez, quand vous nous parlez d'une rémunération à 14 millions d'euros, nous expliquer si c'est la rémunération d'un dirigeant de magasin, d'une société, ou quand on facture un rendez-vous de 350 000 euros, comme vous l'avez indiqué, est-ce que vous pouvez nous dire qui propose ce type de tarif qui relève plutôt des cachets du showbiz, j'ai l'impression. Voilà, ça c'était sur l'ambiance. Maintenant, sur le caractère structurel de vos propositions, comment est-ce qu'on peut arriver à imposer ce qu'on ne voit jamais dans le commerce, par exemple, une transparence sur les marges, c'est-à-dire de savoir que tel produit a été acheté à tel prix et qu'il est revendu à tel prix. Et dernière chose, pour ne pas mobiliser la parole, quand vous parlez des marges arrière, il me semblait que c'était interdit dans ce pays, donc est-ce à dire qu'on franchit la légalité ou que les marges arrière sont tolérées aujourd'hui ? Je réponds. Alors, sur les marges arrière, le rapport le montre très bien. Il y a ce que l'on appelle une descente tarifaire. Et la descente tarifaire, elle porte très bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a un prix d'achat, et puis après, on descend le tarif. C'est-à-dire qu'à ce prix d'achat, on retire des négociations, par exemple, on retire un montant pour des promotions, on retire un certain pourcentage pour de la mise en avant de produits. Là, vous allez me dire, bon, mais ça c'est normal, ça fait partie de la négociation commerciale. Et donc, on arrive, une fois qu'on a fait ça, à peu près à ce qu'on appelle du 3 net. Mais en fait, en réalité, nous, on a descendu cette descente de prix jusqu'au 12 net. C'est-à-dire qu'il y a des lignes et des lignes qui sont facturées. 12 net, c'est-à-dire qu'il y a 12 lignes. 12 types de services. À chaque type de service, il y a voilà. Et à chacun correspond finalement la facturation d'un service. Alors, ça va être celui qu'on a évoqué, par exemple le Top Top. Ça va être des données qui vont être soi-disant demandées par l'industriel. Vous l'avez compris qu'on a de fortes présomptions qu'elles soient obligatoires, voilà. Et on peut arriver jusqu'à un prix qui est 12 fois, je dirais, 12 paliers de transformation et finalement de descente du prix. Voilà. Et c'est là où on se permet de s'interroger sur la véritable sanctuarisation de la matière première agricole quand il s'agit d'un produit agricole. Parce qu'après toutes ces déductions, comment peut-on retrouver la sanctuarisation de la matière première agricole ?
Donc c'est là où on demande beaucoup plus de transparence aux distributeurs. C'est pas tant de nous afficher le prix qui est sorti de la négo, donc c'est le prix 3 net de la centrale d'achat. C'est de savoir ce qui reste quand ça sort de la centrale de service. Donc ça, c'est pour la réponse sur les marges arrière. C'est-à-dire que les marges arrière, aujourd'hui, elles ont été réintégrées dans le prix. C'est cette histoire de 3 net. Le prix compte une partie de ce qu'on appelle les marges arrière, mais en fait, en réalité, la créativité des distributeurs, ou plutôt des centrales d'achat et de services, elle est incroyable. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu les pénalités logistiques qui ont été encadrées par la loi. Eh bien, on voit apparaître des pénalités administratives. C'est-à-dire, à partir du moment où on régule quelque chose, eh bien, on voit apparaître une autre catégorie, soit de pénalités, soit de services, qui va venir, en fait, reconstituer ces sommes que la grande distribution s'octroie et qui, en fait, est de la captation de marge. Pour ce qui concerne des pratiques, je pense que les pratiques, elles sont propres à toute la grande distribution. On ne nous a pas dit... Alors, par exemple, c'est la FCD, en fait, qui, dans ce qu'a expliqué la présidente, c'est la FCD. Donc, c'est la fédération qui rassemble l'ensemble des distributeurs, qui va aller proposer d'attaquer en diffamation quelqu'un qui n'a fait que répondre à ce qu'il devait faire, c'est-à-dire répondre à une demande expresse de notre part, répondre sous serment aux questions de notre part. Et donc non, on n'attaque pas en diffamation. Cette attaque en diffamation avait pour objectif de dire à tous les autres, attention, si vous parlez, on est là. Et c'était ça l'objectif. Et donc quand ils reçoivent le coup de fil ou le SMS, et on nous en a montré, le coup de fil ou le SMS juste avant, qui dit attention, on t'écoute. Puisque souvent ces auditions étaient publiques. Et donc ça, c'est des pratiques qui sont des pratiques de l'ensemble, qui ont été des pratiques de l'ensemble de la grande distribution. Et j'ajoute que c'était d'autant plus pressant que, en fait, une grande partie de nos auditions se sont déroulées pendant les négos commerciales. Est-ce qu'on vous a opposé le droit des affaires ? Est-ce qu'on vous a opposé le droit des affaires pour ne pas répondre? Thierry Curté, France 2, est-ce qu'on vous a opposé le droit des affaires pour éviter de répondre à vos questions? Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que pour certaines pratiques, on est à la limite des pratiques mafieuses? Alors, pour le droit des affaires, on nous a de temps en temps opposé, en tout cas, le secret des affaires, et je vous avoue qu'on l'a aussi respecté, le secret des affaires, et c'est aussi pour ça qu'on a accordé les huis clos quand ils ont été demandés, parce qu'on estimait qu'effectivement, on était dans un milieu qui était concurrentiel, et que notre objectif était malgré tout de respecter ce secret des affaires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont anonymisés, dont on ne sait pas de quel industriel ils viennent. C'était aussi pour respecter cette forme de secret, puis c'est aussi pour éviter aux PME et aux ETI françaises d'avoir des représailles suite à ces éléments-là, que pour la plupart, nous avons saisis lors de nos visites sur place. Moi, j'insisterai juste sur le climat, parce que vous imaginez le climat d'un certain nombre d'industriels qui, sortis de leur audition, vont se retrouver dans un face-à-face avec leurs distributeurs. Voilà. Et ce n'est pas demain que les choses ne changeront pas immédiatement. Donc on a vraiment perçu très fort cette peur dans un contexte aujourd'hui en plus où leur coût de production explose avec ce qui se passe dans les 3 d'Ormuz et autres. Donc cette crainte, certains industriels nous disant, nous on ne voit pas plus de 3 semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Donc il y a une vraie tension, une vraie crainte chez beaucoup de nos industriels sur l'avenir. Non, mais on va pas, c'est pas à nous de qualifier. On verra si nous répondront ce que ne nous ont pas dit les distributeurs à ce jour, et ce qu'ils répondront, puisque visiblement ils ont beaucoup de réponses à apporter. Donc on va écouter attentivement leurs réponses, et puis on verra si elles sont claires et transparentes, ce qui nous ravirait. Voilà. Nous avons pesé nos mots et nous avons effectivement dit et écrit l'ensemble des éléments que nous avons pu recenser. Après, on vous laisse vos commentaires de journalistes, ça vous appartient bien sûr.
Bonjour, Magali Picard du journal LSA. J'avais 2 questions. La grande distribution pour sa défense met en avant en général des marges assez faibles, entre 1 et 2%. Donc est-ce qu'il faut les croire ou est-ce que ce sont des menteurs? Et deuxièmement, quelle suite comptez-vous donner à ce rapport? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui passent par une loi. Or, on a pour habitude de dire qu'il y a trop de lois en France et même Serge Papin, le ministre du pouvoir d'achat et du commerce, a déjà dit qu'il ne voulait pas forcément réformer Egalim, qu'il ne voulait pas Egalim 5 ou 6, mais qu'il fallait plutôt améliorer l'application d'Egalim. Qu'en est-il? Alors, il y a 2 questions, donc je réponds à la deuxième peut-être. Oui, mais je commence par la deuxième, parce que je l'ai en tête, vous venez de la poser. Donc la deuxième sur l'outil. Alors, il y a une partie des recommandations qui portent sur les négociations et que l'on va pouvoir introduire dans le projet de loi urgence agricole. En tout cas, celles que nous pourrons, nous le ferons et nous le ferons. Certaines ont déjà été d'ailleurs Oui. dans le travail de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, oui, là, le travail de l'Assemblée nationale peut-être y répondra également, hein, puisque... Eh bien, oui, toutes celles qui concernent le référencement, voilà, par exemple, mais puisqu'en fait, le projet de loi urgence agricole a été un peu élargi et englobe aujourd'hui la question de la distribution, eh bien, nous voyons que nous avons là un outil qui arrive au bon moment pour pouvoir y introduire certaines recommandations, mais ça, pour nous, ce sera au mois de juin. Voilà. Après, parce qu'il y en a certaines qui paraissent... Alors, après, il y en a d'autres. Comme quoi? Tracer les flux financiers des centrales d'achat. Ça, je vois pas comment vous pouvez obliger en fait. Centrale d'achat, centrale de service, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'il y a quand même un enjeu majeur, quoi. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'enjeu majeur. C'est juste que sur la faisabilité de ces recommandations, comment... Eh bien, nous aurons... Alors là, nous y travaillerons après. Hein. Dans un premier temps, nous faisons les recommandations. Et puis ensuite, ben oui, il va y avoir le budget à la fin de l'année. On ne s'interdit pas, avec Madame la Présidente, de présenter des propositions, de faire des propositions de loi. On ne s'interdit pas de continuer ce travail et en faisant un travail législatif, bien entendu. Mais tout ce qui pourra se gérer par charte, voilà. Oui, mais moi, on ne va pas faire de procès d'intention, parce qu'on nous fait déjà beaucoup de griefs, mais on ne va pas en rajouter celui du procès d'intention. Si les acteurs se mettent autour de la table en disant, nous, on veut s'engager dans une charte, pourquoi pas? Après, on fera le bilan. Voilà. Donc, et c'est quoi? Mais ça n'a pas marché. Bon, voilà. Donc, du coup, vous voyez qu'on est un petit peu prudente. Voilà. Donc, mais en tout cas, Alors, sur les marges... Alors, effectivement, ça dépend de quelle marge on parle. Et voilà, oui. Mais vous voyez, quand il parle de la marge nette pour ce qui les concerne, il ne parle pas de la marge nette pour ce qui concerne les industriels. Et ça, c'est problématique. Quand on nous dit les industriels ont 15% de marge nette, c'est pas vrai. Les industriels de l'agroalimentaire ont 2,8% de marge nette au maximum. Donc, ça n'est pas... vous voyez, et donc... Moi, je veux bien, mais qu'on parle toujours de la même chose, que les 1,5% qu'ils nous disent, et attention, pour certains, c'est déclaratif, hein, parce que je rappelle quand même, pour prendre Leclerc Intermarché Système U, qu'on a affaire à soit à des associations qui regroupent des magasins indépendants et dont nous n'avons pas les chiffres agrégés officiels. Vous voyez, quand Carrefour donne sa marge, eh bien pour Carrefour, nous sommes sûrs de la marge. Et c'est pour ça qu'il y a une proposition, et qui est une proposition d'avoir les chiffres agrégés pour toutes ces grandes anciennes de la distribution qui sont organisées de manière indépendante, parce que ça, nous ne les avons pas officiellement. Ça, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire ce travail d'analyse sans avoir ces chiffres officiellement. RMC, non, Madame Picard après, s'il vous plaît. RMC. Banque de France. Je vous la donne après, Banque de France. Donc Victor Joannin, RMC, bonjour. Bonjour. Vous dites que ces pratiques concernent toute la grande distribution. Est-ce que vous avez pu faire le distinguo entre les bons et les moins bons élèves? C'est ma première question. Deuxième question, les distributeurs disent que les centrales d'achat européennes concernent uniquement les grandes multinationales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez des preuves, des exemples qu'elles concernent ces négociations également des plus petites entreprises françaises? Bien sûr. Galette Saint-Michel, Dossi. Oui, alors ça, Galette Saint-Michel, Dossi, voilà, je vous en donne 2. Marque française, en France, installée en France. Non, il y en a beaucoup, Et dans ce cas, comment est-ce que les enseignes concernées justifient qu'elles pas... Pardon, dans les 2 cas que vous avez cités, Galette Saint-Michel et Dossi, comment est-ce que les centrales d'achat qui dépendent des enseignes
justifie que ces enseignes nationales, enfin que ces marques nationales, passent par les centrales d'achat européennes? Mais pour Eureden, par exemple, c'est parce qu'ils vendent une partie, ils ont une petite vente de production en Belgique. Et donc, ils vendent un peu en Belgique, on dit, hop, vous êtes européen. Mais en réalité, ils achètent en France, ils produisent en France, ils vendent en France une grande partie. Et c'est pour ça qu'il y a une proposition qui est de signer, et là, pour le coup, de signer une charte avec la grande distribution, en leur demandant de s'engager à ce que toute entreprise, quelle qu'elle soit, y compris si c'est une filiale de multinationale, mais toute entreprise qui est en France, qui achète de la matière première française à 80%, qui achète sa matière première à 80% en France, à nos agriculteurs, qui est installé sur le territoire, où l'usine est sur le territoire français et qui vend en France, eh bien, il y a une proposition dans ce rapport qui dit qu'elle doit négocier ses prix en France avec des centrales françaises et non pas européennes. Je crois que c'est la proposition numéro 18. Voilà, avant de redonner la parole à la salle... Alors en fait, vous savez, c'est une course à l'échalote. En réalité, si je peux me permettre, c'est pas très... En fait, on se retrouve dans un système qui est un système clos. Pourquoi ? Parce que le marché de la grande distribution, le marché alimentaire, est un marché atone. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas. Il n'évolue pas en chiffre d'affaires. Et donc la grande distribution ne peut évoluer, chaque enseigne ne peut évoluer qu'en prenant des parts de marché à l'enseigne d'à côté. Et donc, il y a une forme de cannibalisation, en fait, des uns envers les autres. Et donc, La guerre des prix s'impose à tous. La guerre des prix s'impose. Quand il y en a un qui le fait... Et non, parce que quand il y en a un qui le fait, les autres sont obligés de le faire, parce que sinon, ils ne... Il y en a qu'on aurait pu croire plus vertueux, parce qu'à un moment, ils sont sortis de centrales d'achat, mais finalement, ils en ont reconstitué à côté. En plus en reprenant des acheteurs des autres centrales d'achat, donc ils connaissaient les prix des copains. Enfin, vous voyez, donc, je ne sais pas si on peut décerner des médailles de vertueux, pas vertueux. Moi, je voulais juste rebondir quand même sur les marges des distributeurs, parce qu'on est bien conscient qu'on est dans, effectivement, Madame la rapporteure l'a dit, on est dans un contexte économique étendu pour tous les acteurs. Néanmoins, moi j'observe qu'il y a, par exemple, les distributeurs aujourd'hui accordent plus de 3 milliards à la publicité, chose qu'ils n'ont jamais faite par le passé. Avant, les grands publicitaires que vous connaissez bien étaient les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, ce sont les distributeurs. Donc, ils n'ont pas beaucoup de marge, mais en tout cas, ils en ont suffisamment pour investir massivement dans la publicité. Et bien sûr, ce coût de publicité, il n'est pas inscrit dans la marge, hein. Quand on dit 1,2%, c'est après déduction de la publicité. Hein. 3 milliards, un peu plus de 3 milliards. Voilà, avant de repartir aux questions dans la salle avec Olivia de Troya du Figaro, des questions en ligne. La première de Guillaume Ledu pour Ouest France. Ne faudrait-il pas une loi antitrust pour démanteler la concentration de la GMS ? Et en termes de rapport de force, 3 centrales d'achat face à combien d'entreprises IAA ? Merci. Ça, je les industries agroalimentaires. Oui, les 3 centrales d'achat, 23 000, à peu près 25 000 industries agroalimentaires et 350 000 agriculteurs. Et dont notamment, ce que nous souhaitons, c'est favoriser l'organisation des groupements d'agriculteurs, parce qu'on voit bien qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés dans le cadre de leurs négociations. Tout à fait. Ce que c'était la première question. La première question était sur la loi antitrust. Ne faudrait-il pas une loi antitrust pour démanteler la concentration de la GMS ? En tout cas, ce qu'il faut, c'est qualifier quel est l'abus de pouvoir dominant. Et ça, nous avons alors je cherche la recommandation. Ouais. Nous avons une recommandation qui vise effectivement à modifier ce qu'est l'abus de dépendance économique, en fait. Parce que nous avons constaté qu'il y a en France une manière de considérer la concurrence très particulière. Je vais vous expliquer ça d'ailleurs en Europe aussi. Je suis en France, mais en Europe aussi. C'est-à-dire que la concurrence qui va aller servir in fine, soi-disant, le pouvoir d'achat, elle est tout à fait acceptée. Donc on peut faire des trusts, on peut faire ce genre de choses, des alliances, représenter 40% de parts de marché, sans aucun problème, et sans être considéré comme générant un abus de dépendance économique, parce qu'en fait, derrière, ce qui est sous-jacent, c'est ça va servir le pouvoir d'achat. Mais en réalité, lorsqu'on représente 40% du marché, eh bien, on est dans une situation possible d'abus de dépendance économique, et donc il faut le requalifier, et c'est pour ça qu'il y a cette proposition. Cette suggestion auprès des autorités à la fois françaises et
européenne que nous avons aussi entendu de revoir effectivement le cadre de l'abus de position dominante. Autre question en ligne, Pauline Tatevin pour BFM Business. Vous souhaitez prendre la parole ou je me fais votre porte-parole? Ça marche, si ça marche. Ça marche très bien, on vous entend. Bon, parfait. Merci beaucoup de prendre ma question. Vous avez parlé de transparence dans les recommandations, dans les grands axes que vous avez évoqués. Il y a un argument qu'utilisent les distributeurs depuis des années, c'est de dire que les industriels utilisent souvent l'option 3 pour ne pas donner l'essentiel de leurs chiffres et des recettes. Vous n'avez pas parlé de cette option 3. Si. Voilà, je voulais vous demander Nous en avons parlé, et je vais même vous dire, nous avons entendu les industriels lorsqu'ils nous ont parlé de l'option 3. On a mis beaucoup de temps. Alors, Les distributeurs, tu veux dire. pardon, nous avons entendu les distributeurs, excusez-moi. C'est le seul sujet d'ailleurs qu'ils Oui. ont pu évoquer. C'est ça. C'est les multinationales et l'option 3. Sinon, Voilà. il y avait pas Le beaucoup. sujet qui était évoqué à chaque fois qu'on avait un distributeur, c'était « Ah oui, mais l'option 3, ça ne nous permet pas de négocier correctement, on ne comprend pas, etc. C'est pas favorable. » Alors, on a entendu, parce qu'il y a un argument qu'ils ont donné qui est tout à fait recevable, qui est la part de matière agricole française. L'option 3, elle ne dit pas quelle est la part de matière agricole française, et donc il y a une recommandation qui vise à améliorer l'option 3 pour donner la part de matière première agricole À la rendre française. plus transparente. Voilà. Parce que là, pour le Du coup, le coût de la matière première agricole française, ils la connaissent. Ne serait-ce que parce qu'ils font des MDD, donc ils savent très bien quel est le coût de la matière première. Donc ça leur permettra, dans les discussions, de faire la part des choses dans le prix demandé par l'industriel, entre ce qui est réellement fondé sur la matière première agricole française et éventuellement les parts de matière agricole étrangère qui, là, pour le coup, pourraient peut-être faire l'objet de débat. Moi, je vais En revanche, il n'est pas question de lever cette option 3. Pas question de la lever, cette option 3, pour vous. Pas du tout. Ah non, bien sûr. Non, mais par contre, de la préciser, La rendre plus à la transparente. demande des distributeurs, oui, nous l'avons fait. Et c'est une recommandation. Bonjour, Olivia Detroya du Figaro. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a eu des demandes de huis clos de la part des distributeurs aussi? Et si oui, est-ce que vous y avez accédé? Et ma deuxième question concerne ce qui doit être négocié dans les centrales d'achat européennes. Enfin, ce qui doit être négocié en France, pardon. Vous avez parlé des ETI et des PME. Est-ce que ça concerne aussi les filiales de grands groupes de multinationales? Vous avez parlé de Coca, vous avez parlé de Mondelez, etc., qui ont aussi des filiales en France et qui produisent aussi en France. Est-ce que ça les concerne ou pas du tout? En fait, ça concerne les entreprises qui achètent 80% de leurs matières premières agricoles en France, qui sont en France et qui vendent en France. C'est ça, en fait. En l'occurrence, Coca achète aussi des matières premières agricoles en France. 80% serait étonnant. Voilà. C'est donc 80% de leurs matières premières agricoles. Non, notre objectif, c'est ça, je le dis et je peux le redire, n'est pas du tout ni de protéger Coca, ni de protéger Ferrero. Ils se débrouillent très bien. Et d'ailleurs, vous savez, eux, ils se protègent très bien tout seuls. Ferrero, ils négocient. Il y a même des endroits où ils ne négocient pas dans les centrales européennes. Ils viennent, ils disent, vous voulez du Nutella? Nous, on négocie en France, si on vend en France. Et il y a certains distributeurs qui acceptent ça. Alors, ce que je voulais dire quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, nous avons aussi consacré tout un chapitre à la question d'outre-mer, et je le dis parce que Madame Bellim est sénatrice d'outre-mer, à la question d'outre-mer, où là, les prix sont excessivement élevés, et nous avons là aussi exactement j'allais dire, opacité. Nous avons retrouvé la même opacité et nous avons eu un certain nombre de difficultés. Alors peut-être je peux lui laisser, je ne sais pas si vous avez des questions ou... S'il y a des questions sur l'outre-mer, n'hésitez pas, ça fait partie des éléments aussi sur lesquels nous avons travaillé. Oui, j'avais une question, mais pas sur les outre-mer. Non, mais c'était juste pour vous le dire. Voilà. Oui, donc Charlotte Murat pour EBRA. En ce moment, les agriculteurs demandent la réouverture des négociations commerciales à cause du blocage du T3 d'Ormuz. La grande distribution, pour le moment, n'est pas du tout ouverte à cette option. Est-ce que vous êtes, vous aussi, éventuellement favorable à ce qu'il y ait des réouvertures possibles ou des rendez-vous plus réguliers dans l'année et pas seulement une fois par an? En tout cas, je pense effectivement qu'il va y avoir une très forte augmentation, ne serait-ce que de la partie emballage et de la partie transport, pour l'instant, qui est déjà vécue. Et donc, c'est vraiment de savoir combien de temps encore les industriels vont pouvoir supporter cette augmentation. Donc, bien entendu, je pense qu'il y aura des demandes de reprise de négociation, bien sûr. Les demandes sont déjà là, mais est-ce que
C'est pas dans en tout cas, ils nous en mais... ont fait part. Hein. Ça, c'est sûr que les industriels nous en ont fait part en nous disant qu'ils étaient dans l'incapacité de tenir plus que quelques semaines à ces prix-là. Parce que bien sûr, ça augmente considérablement le prix des emballages, le prix du plastique, le prix des transports, etc. Et donc on est à un prix très élevé. Maintenant, à une augmentation du prix MPI. En revanche, dans vos recommandations, il n'y a pas cette éventualité de se dire il faut des rendez-vous plus réguliers dans l'année. Alors, c'est parce que nous avons voulu respecter les 3 mois de négociation commerciale. Vous avez vu qu'il y a une des recommandations qui permet de les raccourcir pour les PME, mais nous avons voulu respecter ce temps parce que tous nous ont dit que c'était important de le respecter et de n'avoir qu'une fois de négociation commerciale dans l'année. Et tous, alors là, vraiment, ça a été... Enfin, en tout cas, pardon. Tous les industriels nous ont dit ça. Les distributeurs, eux, veulent des négociations au long cours pour pouvoir modifier les prix d'achat. Les industriels, eux, et les agriculteurs ont besoin d'avoir un peu de stabilité et de vision. Et donc, c'est pour ça que nous avons, nous, tenu à ne pas modifier cette période de négociation commerciale qui est inscrite dans la loi. Ne pas faire de propositions sur cette modification. Mais bien sûr, lorsqu'il y a des événements comme ceux qui sont en train d'arriver, il faut qu'il y ait... rediscussion. Et bonjour, Giulietta Gamberini, La Tribune. Les grands distributeurs, mais aussi les agriculteurs ou les éleveurs, insistent aussi sur l'existence d'un déséquilibre entre producteurs et agro-industrie, et aussi de très grosses différences parmi les agro-industriels en termes de taille, mais aussi en termes de marge, en termes de recours à la matière première agricole, en termes de pratiques plus ou moins fair play. Et donc, qu'est-ce que vous avez constaté de ce point de vue-là, et qu'est-ce que vous recommandez sur ce sujet? Alors, ce que nous avons constaté, vous avez raison, c'est que les pratiques sont quand même différentes en fonction, à la fois en fonction de la taille, en fonction des besoins, et différentes vis-à-vis des agriculteurs. Mais ce que nous constatons, c'est vraiment cette grande différence de répartition de la richesse produite entre ces différents éléments, mais aussi en partie entre les différents industriels. Oui, il y a effectivement des différences et des différences de marge qui sont importantes. Alors là, si moi je vous donne les 2,8, c'est les marges hors boisson. Avec boisson, c'est un petit peu plus élevé. Mais vous les avez dans le rapport, ou en tout cas je les ai là. Je pourrais vous les donner tout à l'heure. C'est effectivement, nous les avons repris, ils sont dans le rapport. Nous les avons repris de la Banque de France. Nous avons l'intégralité de ces informations de marge. Voilà, vous dire qu'il y a des pratiques qui sont des pratiques difficiles, oui, bien sûr, mais c'est parce que aussi les négociations sont difficiles. C'est-à-dire que cette demande de déflation va aller générer aussi pour les industriels des demandes de déflation. Et donc, ce maintien de la matière première agricole, cette sanctuarisation de la matière première agricole, il faut qu'elle existe à la fois pour les industriels et pour les distributeurs. Autant les industriels se disent, eux, tout à fait prêts à le faire, mais encore faut-il qu'elle soit respectée jusqu'au bout de la chaîne, parce que sinon, elle ne peut pas être respectée à l'amont. Puisque ça doit se faire en marche avant, il faut respecter cette marche avant. Et je joue un petit follow-up sur justement une autre demande, souvent des producteurs soutenus par les grands distributeurs, c'est l'existence d'une date butoir amont. Qui justement régulerait un peu le processus. Pourquoi vous ne l'avez pas retenu? Je crois comprendre que vous n'avez pas retenu cette idée, et pourquoi du coup? Date butoir amont, vous voulez dire quoi? Une date butoir en amont? Une date pour les négociations, entre agro-industriels et producteurs qui après... Voilà, non, on n'a pas fait de date butoir. Bien sûr, les négociations doivent avoir lieu en amont, mais ce qu'on constate, c'est que quelquefois, il y a des demandes de déflation de la part de la grande distribution avant même qu'il y ait un envoi des conditions générales de vente. Donc vous voyez, vous avez raison, avant même que cette discussion en amont ait pu avoir lieu. Donc non, on n'a pas touché, nous, à cette date butoir amont, parce qu'on a considéré qu'elle se faisait, en fait, automatiquement, bien entendu, avant le 1er décembre, puisque les industriels doivent envoyer leurs conditions générales de vente, et bien, ils ont fait leurs négociations en amont avec les agriculteurs. Sinon, c'est pas ce que nous ont dit les agriculteurs. En tout cas, ça n'est pas revenu comme étant une demande de la part des agriculteurs.
Avant de redonner la parole à la salle avec les échos, tout d'abord trois questions en ligne. Une de Jean Bérard pour la correspondance économique. Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, pouvez-vous répondre à la question sur la rémunération, sur les rémunérations des directeurs de magasins, s'il vous plaît? Quelle est-elle, la question? C'est celle que j'ai posée tout à l'heure, les 14 millions. Les 14 briques, ils ont tous... Voilà. On a cru que c'était le cachet de ces millions. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dans le rapport. 14 millions d'euros. Si vous m'accordez une petite minute, je le reprends, excusez-moi, c'est dans ma poche. Et quelle était la question? Vous vouliez savoir quoi? Vous avez indiqué qu'il y avait des rémunérations particulièrement élevées. Oui. Vous avez indiqué qu'il y a des rémunérations particulièrement Oui, tout à élevées. fait. Et vous avez cité un chiffre qui était une Tout à rémunération fait. de 14 millions d'euros. Tout On à aimerait, fait. je crois, tous savoir à quoi ça correspond, si bien c'est une personne physique Alors et oui, quelle ah enseigne. oui, c'est vrai, pardon, vous m'aviez fait cette... C'est pas du tout, je Et voulais est-ce pas y que c'est répondre. juste pour le directeur ou pour toute l'équipe directoriale? Non, c'est juste par individu. Donc voilà, ce que je dis là, c'est par individu et que nous avons voulu, en tout cas pour les indépendants, parce que nous n'avions pas de données pour les indépendants, parce que les autres encore, nous avons des données consolidées et nous avons des rapports sociaux, etc. Là, nous ne les avions pas. Donc nous sommes allés les chercher. Ce que nous constatons, par exemple, et vous l'avez dans le rapport, hein, c'est que nous avons des revenus qui vont de 140 000 euros déclarés à 11,6 millions d'euros. Ça, c'était pour 2023. Et pour ce même échantillon qui représente une enseigne, en 2024, ça allait de 1 million d'euros à 14 millions d'euros. Quand on regarde un peu plus dans le détail, nous avons des revenus hors plus-value, par exemple pour 2024, qui vont de 132 000 euros à 14 millions d'euros, et des plus-values qui vont, pour un tiers de l'échantillon, de 2,5 millions d'euros à 11 millions d'euros. Donc nous avons, enfin, je vous distingue les deux. Dans le rapport, c'est pas distingué, revenus et plus-value. On a voulu, par souci quand même, il y a du secret fiscal derrière, donc on n'a pas voulu trop détailler. On a essayé d'englober, mais voilà, je vous donne cette information-là. C'est par directeur. Oui, bien sûr, c'est par individu. Oui, oui, tout à fait. Ça correspond à une vente de magasin qui fait que dont il est propriétaire et donc du coup ça rentre dans son patrimoine, ou on pourrait dire c'est du salaire, du revenu annuel? Alors, c'est pour ça qu'on les a... on a pris par exemple le cas de 2023 et le cas de 2024. Vous voyez, en 2023, pour un cas, on a des plus-values de 11 millions d'euros. En 2024, c'est pour ça que je dis pour un tiers de l'échantillon, ça va de 2,5 millions à 11 millions d'euros. Donc c'est quand même des choses assez fréquentes. Voilà, et donc ça peut être des plus-values. C'est-à-dire la vente d'un magasin, par exemple? La vente d'un magasin, ou même la location des murs, ce genre de choses. Enfin, ce genre de choses, c'est tout à fait possible, bien sûr. Ou d'autres plus-values. Mais alors, j'essaie d'être le plus clair possible. Ça veut dire que cette rémunération-là, c'est celle qu'il touche tous les ans? Ça dépend. Pour la rémunération, oui. Pour les plus-values, non, ça va dépendre. Donc les 14 millions, c'est hors plus-value, avec plus-value? Non, les 14 millions, c'est hors plus-value. C'est du salaire, quoi. Oui. D'accord. Une question d'Emmanuel Pelé pour Végétable. Avez-vous analysé les pratiques et pas seulement les marges par secteur dans l'alimentation, produits transformés versus produits bruts ou frais, comme les fruits et légumes notamment? Vous pouvez répéter, excusez-moi. Oui, une question d'Emmanuel Pelé. Ah oui, les pratiques et pas seulement les marges. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En particulier pour les fruits et légumes, on a examiné les pratiques parce qu'il y a une pratique, par exemple, pour les fruits et légumes qui consiste à stopper la commande en pleine saison, de manière à remplir les chambres froides des producteurs de fruits, par exemple. Et puis, au bout de 5 jours, vous savez, ça ne dure pas très longtemps, la durée de péremption n'est pas très grande. Au bout de 5 jours, de dire, bien ok, maintenant on renégocie les prix et on reprend à la baisse l'ensemble des stocks. Et donc, ils récupèrent des stocks de fruits, etc., à des prix très très bas. Et donc ça, c'est une pratique qui est une pratique existante et qui nous a été explicitée.
je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais oui, bien sûr, nous nous sommes intéressés effectivement à différents types de produits qui représentent différents types de réalités agricoles. Très bien. On passe à la salle avec les échos. Une question dans la salle et une question en ligne des échos aussi. On va faire un festival des échos. Allez-y. Donc Paul Turban, les échos. Moi, j'ai une question sur le respect de la matière première agricole. Oui. Les distributeurs, les industriels ne sont pas censés négocier sur le prix de la matière agricole. Exemple concret, oui c'est ça. Donc déjà, comment les industriels disent si, les distributeurs le négocient. Et si on sanctuarise 50% du prix qui est négocié, comment on s'assure que la négociation sur les 50% restants ne déborde pas sur la MPA, puisque les industriels nous disent, disent qu'ils négocient pas la MPA, mais ils nous font tellement de la pression sur les 50% restants que en fait ils négocient la MPA. Bien sûr. Donc, et c'est ça que nous avons regardé. C'est bien ça que nous avons regardé, c'est-à-dire qu'il faut sanctuariser la MPA et ne pas négocier doublement les matières premières industrielles, parce que sinon ça revient à négocier la MPA. Donc ça c'est une pratique très très courante et nous l'avons vu, nous l'avons remarqué et vous l'avez dans le rapport. Vous avez sur. Et comment on fait concrètement pour arrêter ça? Parce qu'à la fin, il y a quand même une négociation. Oui. Comment on s'assure que la négociation sur les 50% dans l'exemple, qui ne sont pas de la matière première agricole, et respecte le 50% restant? Eh bien, il faut que la DGCCRF, c'est une des recommandations, ait des contrôles beaucoup plus ciblés et des sanctions beaucoup plus importantes sur la matière première agricole. C'est une des recommandations. Et la deuxième question des échos, mais cette fois-ci en ligne, de Julia Lemarchand. Ils sont présents. La France se distingue par une accumulation de lois qui encadrent les relations commerciales entre les distributeurs et les industriels. Et pourtant, les agriculteurs français ne semblent pas en tirer profit. Avez-vous trouvé un meilleur modèle à l'étranger dont la France pourrait s'inspirer? Si la France se distingue, là, dans ce rapport, ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle ne se distingue pas par une accumulation de règles législatives, c'est qu'elle se distingue par des pratiques absolument scandaleuses de négociation. Parce que cela n'arrive nulle part ailleurs. Ça n'arrive pas dans les autres pays européens. C'est en train d'arriver, parce que quand même, nous distillons notre savoir-faire en Europe, et donc nous distillons malheureusement aussi nos mauvaises pratiques en Europe. Donc c'est en train d'arriver en Europe du fait de la France, mais ça ne sont pas des pratiques qui existent en Europe. Dans les autres pays européens, les négociations se passent mieux. En fait, les distributeurs peuvent avoir une marge de manœuvre plus importante dans la négociation et peuvent proposer, ne serait-ce que d'essayer de vendre à certains prix et d'essayer de pouvoir avoir des rayons, des mises en rayon à des prix qui conviennent. Et donc il y a cette recherche du gagnant-gagnant qu'il n'y a pas en France, ça c'est clair. Cette recherche du gagnant-gagnant que l'on trouve à l'étranger, et tous nous l'ont dit, n'existe pas en France. Bonjour, Catherine Pétillon à France Culture. Je voulais revenir sur cette question de la transparence des marges, parce que donc, vous parlez de ça et en même temps vous nous décrivez un climat de peur, de menace, d'abus de pouvoir, et vous nous parlez de charte d'engagement. On a du mal à... non, on vous parle de loi quand même. Moi je vous parle de loi. Il n'y a qu'une fois que j'ai parlé de charte d'engagement, c'est sur un point précis. Donc du coup, est-ce que vous pouvez préciser sur l'amélioration de la transparence? Oui, ça c'est... Non, mais ça il s'agit de loi, de proposition de loi. Vous l'avez d'ailleurs, vous avez la forme qui est proposée, vous avez 3 colonnes dans les recommandations. La 3e colonne, c'est la forme qui est proposée. Il n'y a qu'une fois sur les 21 où il est question de charte. Non, mais je le dis parce que ce n'est pas le cas. Pour repréciser ça sur les outils d'amélioration de ça, et aussi la contradiction avec aussi ce qui nous est opposé, nous journalistes, tout le temps, à savoir le secret des affaires. Enfin, est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette incompatibilité ou pas? Et je pose ma deuxième question. Sur les marges? Ouais, sur la transparence. Sur la transparence, sur les marges. Mais en fait, vous dites ça n'existe pas, etc. Mais prenez, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Ils ont une transparence sur les marges. Ils écrivent sur leur brique de lait quelle est la part qui va au producteur, quelle est la part globalement qui sert à la transformation. Et comment on le rend contraignant? C'était comment on le rend contraignant? Oui, par la loi, bien sûr. Par la loi. Et moi, ce que je proposais, c'est de le rendre contraignant sur uniquement sur certains rayons dans un premier temps. Et donc, le rayon en question dont je parle, c'est le rayon fruits et légumes, parce que là, nous savons que nous avons directement derrière des agriculteurs. Et ça, le consommateur, il le sait, il le voit, il le comprend très bien. Donc, quelle est la marge quand on achète 1 kilo de tomates? Quelle est la partie qui va directement à l'agriculteur? Et ça peut être écrit, ça fait partie du rapport. Et alors, je passe à ma collègue, mais je pose une petite question pour votre collègue, mais qui est parti, mais peut-être que vous savez,
Parce que donc sur Sur l'outre-mer, l'outre-mer, il y avait déjà eu une commission d'enquête, il y a eu une saisine, la concurrence, en tout cas sur Alio, Bien c'est sûr. pas passé grand-chose depuis. Est-ce que dans le travail que vous avez fait, il y a d'autres choses qui sont ressorties par rapport à la commission précédente? Vous verrez, on a écrit beaucoup de choses, mais il est clair qu'il faut que l'État se saisisse du sujet de l'outre-mer et il faut qu'il assure cette continuité territoriale qui existe. La France est une et indivisible et donc il faut aussi que sur les territoires d'outre-mer, il puisse y avoir l'application des mêmes lois. Le problème avec la construction des prix dans l'outre-mer, c'est que le nombre d'étapes est beaucoup plus important. Ça, vous le comprenez très bien, et qu'à chaque étape, il y a des marges. Or, il se trouve quand même qu'à chaque étape, il y a des marges, mais souvent, il y a les mêmes acteurs, et donc qui cumulent des marges. Quand aujourd'hui, on dit que les distributeurs en France ont à peu près 1,5% de marge nette, les chiffres pour les distributeurs ultramarins, c'est 3 à 4% de marge nette. Donc, la marge nette est beaucoup plus importante, et vous le voyez, ça ne sert pas du tout des prix bas pour le consommateur, puisque là, nous sommes à des prix très élevés pour l'outre-mer. Bonjour, j'ai 3 questions. Je vais tenter d'être la plus concise. La première porte sur une recommandation. Oui, Judith Chétrit pour Politico. La première porte sur une recommandation. Vous parlez d'une saisine de l'autorité de la concurrence. À mettre une licence, les parlementaires peuvent le faire. Alors, dites-moi. Donnez-moi le numéro au moins. La numéro 6. Pour actualiser la je reprends ma liste de recommandations. Excusez-moi, je crois qu'on avait fini. J'ai rangé. Vous pouvez me la lire, s'il vous plaît? Prévoir une saisine par le ministre de l'économie, de l'autorité de la concurrence, afin qu'elle actualise son avis sur le secteur agricole. En tant que parlementaire, vous pouvez saisir l'autorité de la concurrence, me semble-t-il. Donc, pourquoi vous demandez à Bercy de le faire? Parce que en fait, c'est bien que le ministère de l'économie se saisisse en fait de ce sujet. C'est pour faciliter le rééquilibrage du pouvoir des négociations avec les producteurs. C'était ça en fait notre sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons. Alors j'ai compris votre question. Pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes plutôt que de le demander? On va le demander au ministre. On veut que le ministre se saisisse de ce sujet et de ces questions. Ce sont des questions qu'il connaît bien puisque le ministre lui-même a fait partie de la grande distribution et a travaillé dans ce domaine. Donc, il est très, très au courant de toutes ces pratiques et y compris, j'allais dire, de toutes les déviances que nous avons pu constater. Et donc, il faut qu'il saisisse. On va lui demander de saisir l'autorité de la concurrence pour pouvoir faciliter le rapprochement des producteurs. Parce que autant quand les distributeurs s'allient à l'achat pour pouvoir acheter moins cher, ça pose aucun problème. On peut s'allier, être une alliance qui pèse 100 milliards d'euros, ça pose aucun problème, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, quand des agriculteurs ou des industriels discutent, là, ça pose des problèmes. Et donc, on voit bien aussi qu'il y a une double manière de considérer l'atteinte à la concurrence, à la libre concurrence. Vous avez évoqué les dépenses considérables de publicité. Oui, tout à fait. Est-ce que vous réfléchissez, enfin, il ne me semble pas que ça figure là, à une recommandation sur ce sujet en particulier? Alors, sur la publicité, nous avons beaucoup réfléchi sur la question de la publicité comparative, qui en fait quand même pose problème, et il faut le dire, c'est que c'est cette publicité comparative qui va aller être le moteur pour pouvoir faire cette péréquation des marges, parce que on va aller chercher des produits comparables, et les produits comparables, ce sont des produits stars, et du coup, on va aller mettre ces produits pas chers, et tous les autres produits qui sont moins stars, mais qui viennent de nos PME, qui viennent de la matière agricole française, etc., c'est ces produits-là qui vont être plus chers. Donc c'est vrai que la publicité est problématique, mais nous sommes là dans un cadre européen, et donc il va falloir effectivement négocier au niveau européen, et c'est pour ça que c'est le ministre qui doit s'en saisir pour pouvoir faire cette négociation au niveau européen. Nous n'avons pas le pouvoir d'y déroger au niveau français. Entendu. Ma dernière question, mais ça a été une de mes demandes, vous avez raison. Ça a été une demande, ok. Sur les MDD, il y a des recommandations qui parlent d'une date butoir spécifique pour la signature des contrats. Mais grosso modo, à défaut d'avoir lu le rapport intégral, quelles considérations vous avez sur... il y a tout un chapitre sur les MDD que vous allez voir. Alors les MDD, ce sont donc les marques propres des distributeurs. Il y a tout un chapitre sur les MDD. Alors la fixation de la date butoir, elle ne concerne pas les MDD. La fixation de la date butoir au 15 janvier, elle concerne les PME fournisseurs. En fait, c'est de dire les PME vont terminer les négociations un peu avant. Ça ne concerne pas les dates de discussion des MDD. Voilà, ça, on n'y a pas touché.
Voilà, mais ce qu'on peut dire quand même sur les MDD, c'est qu'on se retrouve avec des marques distributeurs qui donnent beaucoup de pouvoir aux distributeurs, parce qu'elles donnent aux distributeurs le pouvoir à la fois d'être distributeurs, mais aussi de s'octroyer ce luxe d'avoir ses propres produits. Et donc ça va contribuer à la guerre des prix, puisqu'en fait il est en capacité à la fois de poser le prix, de décider du prix de ses propres produits en marque distributeur et le prix des produits concurrents de cette marque distributeur. Et donc d'avoir un impact beaucoup plus important dans la négociation, puisqu'en fait, il a cette solution de repli qui est de vendre ses propres produits au lieu de vendre les produits des marques nationales. Donc c'est vrai que nous avons là un sujet, et là aussi un sujet de pouvoir, puisque du coup tous les pouvoirs, à la fois de distribution, mais aussi quelque part de production, sont mises dans les mêmes mains. Donc ça pose effectivement un problème. Il n'y a pas de recommandations sur le sujet. Ça, nous ne l'avons pas fait parce que les marques distributeurs, on voit bien, elles prennent un essor de plus en plus important. On voit bien aussi qu'elles sont demandées, parce qu'en période d'inflation, etc., elles sont très demandées. Mais attention, les marques distributeurs sont aussi très pourvoyeuses de marge pour la grande distribution. Beaucoup moins pour les industriels, parce que c'est aussi un piège pour les industriels. Bien sûr, quelquefois ils disent, ça nous permet d'optimiser la chaîne de production, ça je ne dis pas le contraire, mais ça les rend beaucoup plus dépendants des distributeurs. Donc, on voit là, vous verrez, il y a tout un chapitre sur le sujet, sur les marques distributeurs. Ça fait partie des questions qu'on a posées, mais sur lesquelles nous n'avons pas de recommandations spécifiques. Et nous arrivons à la dernière question, qui est une question en ligne de Manon Mahler pour Le Figaro. Oui. Sur la comparaison avec les autres pays européens où les négociations se passent mieux, ne pensez-vous pas que l'encadrement annuel avec date butoir en France, qui est une spécificité française, n'envenime pas la situation? Merci. Alors nous avons posé la question, nous l'avons posée à la fois aux agriculteurs et aux industriels, nous l'avons posée aux distributeurs. Alors c'est vrai que les distributeurs préfèrent ne pas avoir de date butoir et préféreraient pouvoir négocier tout au long de l'année. Mais en fait, pour pouvoir permettre aux agriculteurs, et j'ai en fait quelquefois déjà répondu, me semble-t-il, à cette question, mais pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir de la visibilité, pour pouvoir permettre aussi aux industriels d'avoir de la visibilité, cette date butoir, elle est absolument indispensable. Sans quoi les prix seraient renégociés absolument tous les mois et seraient renégociés avec la même force, avec la même puissance et avec le même déséquilibre de puissance tout au long de l'année. Voilà. Je vous remercie et puis je reste à votre disposition si jamais vous avez besoin. N'hésitez pas. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.